Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Un jour un éveil. Je suis très heureuse de vous retrouver et aujourd'hui nous avons une magnifique invitée, Eugénie, qui est hypnothérapeute, énergéticienne et qui allie un travail entre tête, corps et cœur qui me parle tout particulièrement. Donc nous allons aujourd'hui laisser Eugénie se présenter et vous parler de son éveil de manière décomplexée. Bonjour Eugénie. Bonjour, Me- merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Alors, du coup, pour me présenter en quelques mots, comme tu l'as dit, je suis hypnothérapeute énergéticienne. J'allie dans mes accompagnements un travail, que ce soit corporel avec le massage, que ce soit ce qui se passe un peu dans notre tête et dans notre esprit avec l'hypnose. Et surtout, j'aime donner aux gens ce que je sais. Donc, en une séance, je ne peux pas tout donner parce que quand même, je sais quelques petits trucs. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à l'autonomie et retrouver la responsabilité de son bien-être, que ce soit à l'intérieur de chez soi, etc. Puisqu'on est un peu dans une société où on ne peut rien faire si on n'a pas 36 000 outils à côté de nous, que ça soit le smartphone ou autre chose. Et voilà, j'ai envie vraiment d'enlever cette image de on est capable de pas grand-chose tout seul, alors qu'en fait, alors oui, on a besoin de coups de pouce extérieurs, c'est pour ça qu'on est là, les thérapeutes, mais on n'a pas besoin d'avoir tout le temps une béquille. Ouais, De la tout même à fait. manière, voilà, Oui, quand on se ça c'est casse le la vrai. Ouais. Oui, oui, vas-y, vas-y. De la même manière, quand on se casse la jambe, en fait, on a besoin d'un plâtre ou d'une béquille le temps que ça se solidifie. Et puis après, on retrouve la mobilité de notre jambe, etc. Et dans la vie de tous les jours, pour un petit, moyen, gros traumatisme ou un petit, moyen, gros événement, c'est exactement pareil. Il faut le temps de l'intégrer, de l'accepter. Et puis après, le temps aussi de se reconstruire et de continuer à avancer, quoi. Mais on est capable. Oui, tout à fait. Donc toi, dans tes accompagnements, c'est vraiment au centre l'autonomisation et la revalorisation de la personne en tant que telle, lui redonner aussi confiance en elle et son pouvoir personnel. Exactement. De vraiment reconnecter avec ces ressources qu'on a à l'intérieur. Alors, ça, on l'entend beaucoup, on sait faire, mais c'est vrai que des fois, voilà, on est complètement paumé. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas, de par nos parents, de par l'éducation, de par l'école, etc. C'est des choses, on n'a pas forcément les clés dans notre cocon de base, mais c'est des clés qui sont existantes, pardon, qui sont à l'intérieur de nous. Et alors, il suffit, hein, c'est facile quand on le dit comme ça, mais il suffit de les reconnecter et de tout simplement avoir, j'aime pas trop ce mot-là parce qu'il est un peu galvaudé, mais d'avoir la foi, mais en soi, Mhm. quoi. En Oui, tout à soi et fait. en ce qui se présente à nous, voilà, même si on tombe très très bas, on est capable de remonter. Alors, on va remonter à notre rythme, qui n'est pas forcément celui d'un escargot, mais pas non plus d'une fusée, mais on est capable de remonter la pente tranquillement. Ouais, complètement. Alors, c'est des très beaux accompagnements que tu proposes. On verra ça juste après. Euh, pour le moment, si tu veux bien te présenter ce que tu as fait avant, d'où tu viens, et puis voilà, où tu en es, où tu es aussi en France, etc., pour que on puisse savoir un peu plus de toi. Alors, du coup, moi, j'ai grandi dans une famille que de femmes. J'ai perdu mon papa très très jeune. Du coup, je vivais avec ma grand-mère, ma mère et mes deux sœurs. Donc, la femme dans tous ses états et dans tous ses âges. Je la connais bien. Donc, je connais ce que je dis souvent, la femme sous son meilleur angle, mais aussi sous son pire angle, parce que, voilà, on a toutes des facettes et on a toutes des parts d'ombre. Euh, j'ai grandi dans une famille où la sensibilité n'existait pas forcément. Il fallait être forte, il fallait montrer qu'on était capable, il fallait pas forcément pleurer, pas forcément montrer ses faiblesses. Et en tant que hypersensible, c'est un peu difficile de ne pas faire tout ça. Donc voilà, j'ai grandi là-dedans. Et du coup, pour vivre, je me suis fabriqué mon petit carcan. Et mon petit carcan, c'était de ressembler à ce que je pensais qu'était tout le monde. Donc, j'ai passé mon petit bac, mon petit BTS. Je suis allée dans une grande entreprise, une très très grande entreprise. Voilà, j'avais ma vie toute tracée, toute tranquille. Donc, j'ai fini attachée commerciale dans les grands comptes. Donc, voilà, à gérer des gros portefeuilles clients. Euh, et euh, et j'ai appris que j'avais un petit bébé dans le ventre qui était en train de pousser. Et là,
Et là, alors déjà, ça commençait à bien trotter dans ma tête. Je m'étais formée depuis 5 ans, j'étais déjà formée à l'hypnose et à l'énergétique, mais vraiment pour moi, pour ma connaissance personnelle et puis on va dire pour mon petit cercle intime. Et ben enceinte, comme beaucoup de personnes, il y a des petites hormones qui font leur travail et qui chamboulent énormément de choses à l'intérieur de nous. Et je voulais vraiment, on réfléchit à qu'est-ce qu'on veut transmettre, comment on veut faire, etc. Et du coup, moi, je voulais, alors la petite phrase bête, mais je voulais vraiment que mon bébé puisse vivre sa meilleure vie. Et dans le sens où, voilà, elle puisse oser être qui elle est pleinement et pas avoir toutes les barrières que moi, je m'étais mise pendant plus de 30 ans. Et il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui disait, bah et toi? Voilà. Et on ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose si nous, on ne le fait pas, quoi. On ne peut pas demander à nos enfants d'être polis si nous, on n'est pas polis, ça ne marche pas. Et donc là, bah, c'était pareil. Donc, ça m'a bien poussée aux fesses. Ça se passait pas super bien non plus au niveau hiérarchique avec mon travail. Donc, bah voilà, l'un plus l'autre, ça m'a un peu poussée vraiment à mettre le pied à terre pour pouvoir ressauter tranquillement, rebondir de tout ça. Et donc, au Dis-moi. cours de ta grossesse, il y a eu des réflexions, des choses qui se sont passées. Et qu'est-ce que tu as pris comme décision après alors? Comment ça s'est mis en place? Et bah du coup, ouais, des grosses réflexions, j'avais vraiment l'impression de vivre les montagnes russes parce que ma grossesse s'est très très bien passée et j'étais sur mon petit nuage, tout était beau, tout était, voilà, comme dans les films quand ça se passe bien, c'était pareil. Et en même temps, j'avais des grosses périodes où j'avais l'impression de toucher terre de toucher même le fond, de creuser encore, et que, voilà, qu'est-ce que je vais devenir, tout va mal. Voilà, c'était assez difficile. Et ça m'a vraiment poussée aux fesses de voler de mes propres ailes et d'accompagner les personnes qui sont un peu paumées aussi, qui vivent un peu aussi ces gros écarts émotionnels, ces gros ascenseurs. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup discuté aussi avec mon homme qui m'a bien accompagnée là-dedans et qui m'a dit, bah écoute, fonce, au bout d'un moment, c'est facile pour toi, c'est quelque chose qui est inné, tu le fais sans forcément utiliser des outils, puisque bah, voilà, je le fais depuis toujours, d'accompagner les personnes, d'écouter les personnes, de leur montrer différemment. Et du coup, bon, j'avais ma petite voix qu'il n'y en avait jamais assez, donc j'ai fait plein de formations. Et du coup, voilà, je me suis lancée dans l'accompagnement à l'autre. Et alors, donc maintenant, tes accompagnements, ça se matérialise sous quelle forme? Du coup, mes accompagnements, ils sont donc soit en ligne, soit en physique dans le Rhône. Et ça va se matérialiser où il y a vraiment un premier temps d'échange. Pour moi, c'est hyper important qu'on parle le même langage. Donc, des fois, on va dire des mots, ne serait-ce que le mot princesse. Pour toi, derrière, il y a plein de petites images, plein de symboles, plein de choses qui en découlent. Donc, on a la même ossature de la princesse, toi et moi. Mais par contre, derrière, ça ne va pas déclencher les mêmes choses en toi et en moi. Donc, c'est hyper important pour moi qu'on parle le même langage. Donc, moi, j'appelle ça le tableau à l'instant T. Aujourd'hui, ta vie, elle ressemble à quoi? Il y a quoi? C'est quoi tes barrières? C'est quoi tes blocages? Qu'est-ce que tu as envie de dépasser? Où tu as envie d'aller, etc. Mais voilà, qu'on enlève tout. Voilà, tu me dis, je sais pas, par exemple, même je suis en colère. Ok, mais la colère pour toi, c'est quoi? Comment elle se manifeste? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça t'empêche? Etc., etc. Donc, il y a vraiment cette phase de, voilà, on pose le décor. Une fois qu'on a posé le décor et qu'on sait à peu près où on veut aller, moi, je vais avoir des choses qui me viennent et je vais proposer un accompagnement. Alors, l'accompagnement, c'est pas non plus 20 séances. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est des thérapies dites brèves. Et puis, je trouve, voilà, si je veux rendre l'indépendance et rendre la responsabilité, c'est pas on se voit pendant un an. Ça n'a aucun intérêt. Donc, une fois qu'on a défini ça, moi, je vais proposer un accompagnement. Je définis pas à l'avance le nombre de séances. Mais voilà, ce qui se profile aujourd'hui, ça va être, moi, je vois que, en gros, la pelote à dérouler pour que ça soit lisse. Et voilà, là, il y a un nœud sur ça, il y a un nœud sur ça, il y a un nœud sur ça. Voilà comment moi, je peux t'accompagner pour dérouler tel et tel nœud. Ou des fois, le nœud,
pour moi, je ne sais pas faire, donc je vais orienter la personne vers quelqu'un ou la laisser trouver la personne qui est la plus adaptée pour elle. Et puis, on va y aller petit à petit. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a un travail avec ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête, et puis ce qui se passe aussi sur notre corps, puisqu'on a quand même ce fabuleux outil qui ne nous sert pas que juste à marcher et à se déplacer. Et alors, justement, par rapport à tes outils concernant le corps, qu'est-ce que tu vas utiliser par rapport à ça dans tes séances? Concernant le corps, alors il y a l'hypnose peut fonctionner aussi pour ce que moi j'appelle la reconnexion au corps, parce que des fois, en fonction de ce qu'on a vécu, pas forcément un traumatisme, on s'est un peu détaché de tout ce qui se passe dans notre corps. On s'est un peu détaché de nos ressentis parce que ça fait trop de souffrance ou trop quelque chose, et du coup, voilà, on s'est détaché. Donc l'hypnose peut aider à ça. Et j'utilise aussi le Do-in, c'est un art ancestral japonais, c'est de l'automassage. Et du coup, ça va permettre, en passant, nos mains, nos avant-bras, sur tout notre corps, de la tête aux pieds et après tout le corps, on va vraiment remettre en mouvement notre corps. On va vraiment se le réapproprier, se le redéfinir. Un peu comme, tu sais, les bébés au début, ils n'ont pas la notion qu'il y ait une fin à notre corps. Et là, c'est un peu pareil. Des fois, on a tellement l'habitude de l'utiliser qu'on ne sait même plus à quoi, entre guillemets, à quoi il ressemble, à part le reflet qu'on a dans le miroir. Et du coup, voilà, se réapproprier son corps, le remettre en mouvement, et puis du coup, remettre un peu tout ce qui se passe à l'intérieur, les grandes fonctions du corps. Donc, que ce soit la respiration, que ce soit les énergies, que ce soit les fluides, la digestion, etc. Donc voilà, et puis le massage aussi, parce que des fois c'est difficile. On a envie de retrouver notre corps, on a envie de ressentir, de revivre des choses avec son corps, mais parfois c'est difficile de le faire soi-même, donc c'est là où le massage intervient. Et pareil, ça va être un massage de reconnexion, un massage intuitif, de détente surtout. Et je vais venir apposer mes mains, donc c'est thaïlandais le massage que je fais. Et du coup, c'est vraiment une répétition des mouvements, c'est des mouvements dits francs. Il y a très très peu de lissage. Mes mains, on sait toujours où elles sont. Je vais aussi masser avec mes bras, tous mes bras, voire même mes jambes des fois. mais, mais du coup, voilà, ça va être des appositions, ça va être un travail lent pour vraiment permettre à notre corps, à notre tête aussi d'assimiler ce qui se passe dans notre corps, quel est notre corps, et reconnecter à cet outil. Super. Et justement, du coup, par rapport à ça, tu as une période de vie un peu particulière pour toi, donc qui est ta grossesse et donc après le fait de devenir parent. Et donc, tu as des accompagnements particuliers pour ces personnes-là? Oui, du coup, pendant ma grossesse, j'ai aussi déménagé, donc j'ai changé de région et je suis arrivée avec mon bagage et mon gros ventre. Et, et c'est vrai que c'est un peu, voilà, quand on est enceinte, on est un peu chamboulé, même quand on veut un bébé, des fois, on peut être chamboulé. Le couple peut être aussi pas mal bousculé et on se retrouve vite seul. Et quand on regarde sur Internet, on se retrouve vite assommé par tout ce qui existe. Donc j'en ai rajouté un peu dans cet océan. Et oui, du coup, j'accompagne vraiment. Alors, j'accompagne le couple parce que pour moi, et les mamans solo évidemment, mais l'idée du couple, l'idée de l'équipe, pour moi, est hyper importante. L'idée aussi que le papa n'est pas juste un truc qui est à côté. Il fait partie de l'équipe, il fait partie de la grossesse, il fait partie de la conception, et pas que physique. Il fait partie de l'accouchement, il fait partie du postpartum. Et c'est vrai que dans la société dans laquelle on est, souvent le père, il est un peu en deçà. Et pour moi, c'est hyper important que voilà, l'équipe soit au cœur de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train d'être dessiné. Et du coup, j'accompagne de l'envie de conception à premier temps avec bébé, que ce soit pareil, que ce soit corporellement avec des massages, pour la future maman de l'automassage, que je transmets aussi au papa, au futur deuxième parent, comme ça il peut accompagner tout au long de la grossesse, tout au long de l'accouchement, et puis même après. Et que ce soit aussi avec l'hypnonatal, qui est un accompagnement d'hypnose, mais vraiment ciblé sur les phases de la grossesse. Voilà. Super. Et donc tous ces accompagnements-là, on peut les retrouver du coup sur t'as un site internet et puis Oui. Instagram. Donc ça, je mettrai en description. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver ou des formations ou des accompagnements que tu as?
Bah après, il y a tout sur mon site internet. Il y a un accompagnement, alors qu'il n'est pas encore là, mais qui va arriver. Un accompagnement où, parce qu'en fait, l'accompagnement personnalisé au cabinet ou en ligne, et ben, c'est un budget. Voilà, alors c'est pas, moi je ne veux pas mettre des 3 000 euros, ça n'a pas d'un. Je veux que ça soit accessible, mais voilà, ça reste quand même un budget. Donc, je suis en train de créer un petit accompagnement où en fait, il y a on va dire le b.a.-ba, le basique, et on peut déjà faire beaucoup de choses avec juste ce basique. Donc, du coup, il sera accessible sur mon site internet. Et après, moi, c'est essentiellement du physique dans le Rhône, donc soit sur Belleville en Beaujolais, soit sur Lyon, et sinon du en ligne sur n'importe quelle plateforme. Je les ai à peu près toutes maintenant. Ok, super. Donc, je remettrai bien tous les liens dans la description. Et alors, je voulais revenir à ton Dis-moi. hypersensibilité dont tu nous parlais donc, quand tu étais enfant, puisque par rapport à ton éveil, j'imagine que ça a joué beaucoup ton rapport à cette hypersensibilité, son acceptation, etc. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Bah, du coup, ouais, comme je te le disais au début, l'hypersensibilité, c'était pour moi un fardeau. C'était pour moi un truc qui faisait de moi un extraterrestre, pas quelqu'un comme tout le monde, euh, qu'il fallait cacher. Euh, ouais, c'était à peu près ça. Et, mais bon, c'est tellement fort, c'est tellement là que bah, du coup, tu peux pas faire sans, mais t'essayes quand même. Et du coup, ouais, ça a été vraiment très difficile, ouais, vraiment le fardeau pendant très très longtemps. Et quand j'avais quel âge? 22-23 ans, j'ai revécu un traumatisme que mon cerveau avait oublié, parce que c'est assez magique. Il est capable de faire ça quand c'est trop difficile pour soi, il oublie. Donc j'ai oublié pendant 10 ans un traumatisme vécu. Et tout est revenu en pleine face. Et là, la sensibilité aussi, elle s'est dit, oh bah tiens, je peux faire ma petite place et j'y vais, j'y vais franco. Et du coup, ouais, ça a été à ce moment-là très compliqué parce que je ressentais tout, mais tous les sens. C'est-à-dire pas que le ressenti. Quand j'avais froid, j'étais gelée. Quand je sentais un truc, j'ai l'impression que l'odeur, elle était carrément dans mes narines. Enfin, vraiment, tous les sens étaient en hyper éveil. Ils étaient au taquet. Ça a été très très compliqué. Moi j'ai fait le choix de me faire accompagner parce que je connaissais pas. Pour moi, c'était un gros mot qui est en train d'arriver, un truc énorme. Et en fait, avec attends, je recommence. Avec l'énergétique, j'ai vraiment accepté cette part de moi. Et maintenant, moi, c'est ce que j'appelle mon super pouvoir. Parce qu'on a tous un petit super pouvoir qui n'est pas forcément celui de voler comme Superman, mais il y a des trucs déjà pas mal. Et du coup, pour moi, c'est vraiment mon super pouvoir, cette hypersensibilité, parce que c'est ce qui me permet, avant même que ma tête analyse, en fait, de savoir, et si ce que je suis en train de faire, ça me plaît, si où je vais, c'est entre guillemets bon pour moi. Et je dis entre guillemets parce que des fois, on a besoin d'aller aussi dans le entre guillemets mauvais Tout à fait. pour apprendre. Mais voilà, c'est un peu mon gouvernail, en fait, cette hypersensibilité. Et comment tu as... Alors, tu dis que tu t'es fait accompagner, mais aussi quels ont été tes outils ou les étapes, on va dire, qui t'ont permis d'accueillir, d'accepter et puis de réussir à utiliser ce super pouvoir, donc comme justement un super pouvoir. Est-ce que tu as des petites astuces et des choses à partager? Euh, Bah, vraiment, en fait, à ce moment-là, quand ouais, j'avais l'impression vraiment de sombrer, puisque ça a été une année un peu charnière. Hein. J'ai revécu mon trauma. J'ai appris le cancer de ma maman et, euh, et je me suis séparée d'une relation hyper méga toxique où je ne faisais plus rien et je ne vivais plus. Donc, gros, en mode essorage au niveau de la machine à laver à peu près. Et du coup, je me suis fait accompagner donc, par des soins énergétiques. J'ai commencé par aussi de la méditation. Je savais pas. Enfin, on en fait tous en fait, mais juste on ne sait pas ce que c'est et on ne sait pas comment faire. Donc j'ai appris à savoir ce que c'était et comment faire. Et ça m'a ouvert tout doucement les portes vers moi-même, vers ce qui se passait dans mon corps, ce qui se passait dans ma tête. Et quelles astuces je pourrais donner? Je pense que vraiment, quand on se sent dépassé,
il faut pas oser, il faut pas avoir peur de demander de l'aide, vraiment. Alors c'est difficile parce qu'en plus maintenant il y a 36 000 personnes possibles, mais il faut vraiment fouiner et aller vers la personne qui nous parle le plus. On s'en fiche de ce qu'elle fait, clairement, de l'outil qu'elle utilise. On n'en a rien à faire de l'outil. Enfin, c'est ma vision. Oui, tout à Mais fait. il faut aller vers une personne qui nous parle, qui nous plaît. Comme notre meilleure amie. L'énergie résonne, ouais, tout à fait. Exactement. Parce que comme nos amis, en fait, on ne se confie pas de la même manière à tel ou tel ami. Et pourquoi on se confie plus à elle, plus qu'à lui, plus machin, on ne sait pas vraiment, c'est comme ça et c'est tout. En fait, c'est un feeling, c'est les énergies qui sont, comme tu dis, qui vibrent au même niveau. Et du coup, c'est vers ces personnes-là qu'il faut aller. Ouais, tout à fait. Et elles auront... Pardon, dis-moi. Non, vas-y. Est-ce que justement, par rapport à ça, parce que tu parlais des outils, comment toi, tu avais fait pour trouver, par exemple, l'énergéticienne ou les personnes qui t'ont accompagnée? Tu t'étais laissé guider, justement, ou on t'avait recommandé? En fait, c'est la fille d'un collègue de ma maman. Et ma maman, elle m'a dit, machin, il a Alex qui fait ci, qui fait ça. Ah ouais. Et du coup, je suis un tout petit peu curieuse. Et du coup, je suis allée fouiner sur Internet. Et à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose non plus. Et du coup, elle faisait des méditations en groupe. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on va aller voir. Et je me suis dit, bon, allez, ça y est, je deviens complètement farfelue. Je vais ressortir avec une plume dans les fesses. Et pas du tout. Je suis ressortie avec mon jean. Donc c'est ça, tout va bien. Tout va bien. Après, c'est vrai que ça peut faire peur parce que, bon, même si on en parle beaucoup, ça reste pas connu, etc. Mais comme je te disais tout à l'heure, c'est l'état méditatif, l'état de conscience modifiée, l'état d'hypnose. C'est un état qui est tout à fait naturel, dans lequel on va plusieurs fois par jour parce qu'on en a besoin. Notre corps, notre cerveau surtout, c'est bénéfique pour lui en fait. Il peut pas vivre sans ces états-là. Donc une fois qu'on a reconnecté à ce fait que ça soit naturel, la seule chose qui est pas naturelle, par exemple dans une séance d'hypnose, c'est qu'on y va à l'instant où on l'a décidé et pas à l'instant où notre cerveau en a besoin. Donc une fois qu'on a reconnecté avec que c'est naturel, que tout ce qui est énergétique, en fait, c'est hyper naturel. Alors, des fois, il y a des mots chelous, il y a des personnes qui peuvent nous paraître chelous, mais encore une fois, c'est parce que cette personne-là ne résonne pas avec nous. Oui, c'est ça, c'est juste que... c'est pas le moment, en tout cas. Exactement, c'est pas le moment, c'est pas la bonne personne, c'est pas grave. Comme on a la chance maintenant d'avoir de plus en plus de personnes, on a le choix. Ouais, tout à fait. Et est-ce qu'il y a, par exemple, un livre qui t'a vraiment fait avancer ou en tout cas qui t'a permis de t'aider dans toute ce cheminement? Alors, j'aime beaucoup Alice Bailey, mais ça peut être difficile à lire. En livre, j'aime beaucoup les 5 blessures aussi, parce que ça permet d'avoir le corps, l'esprit. Ça permet d'ouvrir pas mal de pistes déjà. Après, les livres, alors je vais mettre plein de gens à dos, mais c'est pas grave. Les livres, j'aime et j'aime pas parce qu'il faut savoir les lire entre guillemets intelligemment. C'est pas parce qu'on a lu un livre de développement personnel, par exemple sur le bonheur, qu'une fois qu'on a fermé le livre, le bonheur est tout le temps là. Ce n'est pas vrai, ça ne marche pas. C'est vraiment, une fois qu'on a... Enfin, le livre, c'est de l'information. C'est même pas de la connaissance, c'est juste de l'information. On l'avale, on l'intègre, et là, ça va devenir de la connaissance et de la conscience. Sur un livre, il faut toujours apporter de la conscience, et puis après, il faut le vivre. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre tout ce que la personne, par exemple, a vécu dans son livre, mais il faut vivre les choses pour les comprendre. C'est impossible. C'est impossible d'expliquer le bonheur à quelqu'un si on ne sait pas nous-mêmes ce que c'est le bonheur. Donc, on a beau lire un bouquin sur le bonheur, si on n'a jamais goûté au bonheur, on ne saura pas plus ce que c'est le bonheur. On aura des informations dessus, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, tant que c'est pas rentré dans notre corps, tant que ça n'a pas vibré dans notre corps, c'est impossible de savoir ce que c'est le bonheur. Et c'est pareil pour tout. On dit souvent on ne peut pas aimer tant qu'on ne s'aime pas. Ouais, mais c'est vrai. Comme tout à l'heure, je vous disais, on ne peut pas être poli. On ne peut pas demander à notre enfant d'être poli si on ne l'est pas nous-mêmes. C'est pareil pour tout. On ne peut pas transmettre quelque chose, on ne peut pas être quelque chose si on ne l'a pas vécu. C'est pas possible. Il faut l'avoir en soi, tout à fait. Donc les bouquins, c'est bien, mais parce que, je dis ça parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ah là là, moi, je suis tombée dans le développement personnel, j'ai lu 14 livres, mais pourtant, ça va toujours mal. » Ouais, en fait, tu les as juste lus. Non, tout à fait, ouais. Donc c'est bien, ça fait de l'information, mais il faut vraiment laisser le temps déjà, il ne faut pas lire 10 000 bouquins tout de suite, il faut vraiment laisser le temps à chaque fois de le laisser s'infuser, de laisser notre corps et notre esprit garder ce qu'il a envie de garder, parce que comme dans une discussion on garde 20%, dans un livre c'est encore moins.
Donc voilà, il faut laisser infuser ce qui doit être infusé et ce qu'on doit garder, qui va nous servir après. Non, mais c'est une très bonne réflexion parce que c'est vrai que souvent, sinon on va accumuler les livres même qu'on achète et puis au final on les lit pas, donc c'est encore moins utile quand ils sont dans la bibliothèque et qu'on les a pas lus. Mais c'est Ça. pour ça il vaut mieux un bon livre et celui des 5 blessures, c'est vrai qu'il est très court, il est très simple, on peut le relire. Oui, Moi je le relis quasiment une fois par an. Je sais que c'est un peu, ouais, mais mais il y c'est en a pareil, comme moi c'est ça, mon les début. accords Toltec ou voilà que je vais relire tous les ans parce qu'en effet, comme tu dis déjà, on n'est plus, on n'est plus la même personne, donc en fait on va plus comprendre les choses de la même manière, on n'a plus les mêmes blessures, les mêmes choses. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des petits livres peut-être comme ça, beaucoup plus Oui, simples en quelque sorte, mais qui sont un accessible peu aussi, comme ouais. des manuels et puis on va venir retélécharger pour la nouvelle version en cours. Oui, tout à fait. Exactement. Oui, puis des fois, même si on lit, on peut se dire: «Oh non, ça me concerne pas» et Oui, puis, en fait, 6 ça mois plus tard, correspond. on est un peu Ouais. plus ouvert à nous-mêmes, on se dit: «En fait, ça me parle un peu ce truc, faut Mm. que je fasse un truc». Ouais, surtout sur les blessures, ce que je dis toujours moi à mes clients. Alors, quelle blessure vous ne pensez pas avoir? Ok, bon, bah, c'est celle que vous avez. C'est Non, vrai. je caricature, Mais oui, mais mais c'est oui. vrai que si quelqu'un arrive, j'ai la blessure d'abandon, j'ai la blessure d'abandon, on sait que c'est pas la principale en tout cas, parce que souvent la principale, on a plus de mal à mettre le doigt dessus, puisque forcément, on va venir refouler, puis pas se confronter à ça. C'est ça et puis on en a souvent pas qu'une, En plus, surtout, on n'en a sinon jamais c'est pas qu'une, mais drôle. non, Enfin, non. Et oui, et du coup, je voulais te poser une dernière question. C'est par rapport à ton environnement familial, tes amis, ta famille, etc. Comment ça se passe? En gros, le coming out, en quelque sorte, une fois c'est fait. Et voilà, parce que c'est aussi une question qu'on nous pose beaucoup. C'est bah oui, mais après, quoi, mmh, dans l'environnement, c'est facile quand on est avec ses collègues, avec des personnes qui font comme nous, mais au final, après, assumer ça au grand jour, c'est pas forcément la même chose. Comment ça s'est passé pour toi? moi ça a été vraiment des tout petits pas par tout petits pas. Hem Après, j'avais la chance, ma grand-mère faisait beaucoup appel à plusieurs même magnétiseurs parce qu'elle avait très, très mal au dos. Elle a été brûlée, à 20 ans, sur 80 de son corps, donc ça réveillait pas mal de douleurs. Donc elle, voilà, donc on en a vu un petit peu, défiler à la maison et à chaque fois, on était, un peu comme attirés, l'un l'autre et souvent, ils disaient: «Ah mais la petite là, faut qu'elle fasse un truc». Donc voilà, ça trottait un peu dans ma tête. Ma mère s'intéresse beaucoup, au tarot. Elle, elle est à fond, dans le tarot, donc voilà, on a toujours un peu, tiré les cartes, on a toujours été un peu, nous on s'appelait le club des 5 sorcières, voilà. Mais voilà, ça restait, on tirait des cartes et on a fait appel à un magnétiseur quand on avait trop mal. Mais sinon, une fois que moi j'ai voulu plonger dedans, du coup j'ai quitté un CDI, avec, comment ça s'appelle? Tu sais, quand tu es assuré d'avoir ton emploi à vie. Chose OK. qui est très, très rare, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais bon bref, j'avais ça. Donc ma vie était toute tracée jusqu'à mes, 60, et puis les discussions en cours, de la retraite. Donc voilà, j'étais, hyper calée, hyper tranquille. Et du coup, quand j'ai quitté, ça a été compliqué d'en parler à ma famille. Ça a été compliqué qu'elle comprenne. Je pense que tout le monde n'a pas compris encore. Mais au bout d'un moment, en fait, enfin, ça a été vraiment une révélation de me dire: «OK, j'ai envie d'être qui je suis et advienne que pourra pour l'extérieur». Et oui, ça fait un tri assez, pas forcément drastique, mais ça fait quand même un sacré tri dans notre entourage. Comme on parlait tout à l'heure, ça résonne avec certaines personnes, on vibre, à des fréquences différentes. Alors ça ne veut pas dire qu'on vibre au-dessus, on vibre plus haut, c'est différent. Ça ne veut pas dire qu'on est mieux ou moins bien, il y a pas de hiérarchie de bien ou de pas bien, entre les personnes, mais on vibre pas à la même fréquence et du coup, bah, ça vibre plus et bah, comme, plus jeune à l'école et bah, on n'est plus copines, on n'est plus copains et puis voilà. Donc bon, je le dis, hyper facilement. C'est vrai que quand, on perd, des amis, enfin on perd, oui, on se sépare d'amis, qu'on avait depuis qu'on était toute petite et bah, ça peut faire un peu bizarre. C'est pas forcément tout le temps très agréable, mais en même temps, il y avait ce côté, ouais, c'est hyper désagréable bah, de plus être en phase avec ces personnes avec qui, j'ai pratiquement tout vécu. Mais en même temps, à l'intérieur, on sent comme: «Ah ouais, mais c'est tellement juste pour moi, je suis tellement mieux en fait que, bah, ça passe». Après au niveau de la famille et bah, je sais maintenant, quel sujet aborder ou quel sujet pas aborder.
parce que tout le monde n'est pas ouvert aux mêmes choses, et puis c'est très bien. C'est comme quand on a, je sais pas moi, un oncle qui parle par exemple de chasse, et que à côté on est végétarienne, bon voilà, ça peut pas matcher quoi. Donc c'est pas grave, on matche pas et on parle d'autre chose si on a envie, ou on parle pas ensemble, et puis ça matche très bien, ça fonctionne aussi très bien. Après voilà, c'est un équilibre à trouver qui se fait pas forcément du jour au lendemain, ou si, ça dépend des personnes. Mais voilà, c'est un équilibre de savoir, ok, quels sujets je peux aborder, comment je peux les aborder aussi, comment je peux faire, comment je peux pas faire, avec qui. Moi, par exemple, j'ai un homme qui est pas du tout branché sur les mêmes phases que moi tout le temps. C'est pas grave, on a notre équilibre, on a nos façons de faire, on a un respect mutuel, et puis voilà, ça se passe comme ça doit se passer. Et voilà. Donc il y a un tri quand même assez naturel qui se fait. Ça ne veut pas dire qu'on se retrouve seul. Alors on peut, mais c'est pas obligatoire. Et puis après, on se crée, moi, ce que j'appelle son petit village. On se crée son village à soi. Comme on commence à vibrer à une certaine fréquence, et on attire aussi ces personnes qui sont sur la même fréquence. Donc, on va rencontrer des personnes qui parlent le même langage que nous, qui en sont, par exemple, au même stade d'un éveil, qui ont les mêmes envies, les mêmes idées, les idéaux même, qui ont même voilà. Et puis, ça se crée, en fait. Et on a son petit village qui gravite autour de soi, et qui nous permet aussi de continuer notre avancée. Voilà. Oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta Complètement. Oui, si, complètement. Parfait. Non, mais c'est vrai, c'est important de rappeler que bien sûr, mais c'est un peu importe en fait, même s'il y avait éveil ou pas éveil, ou justement changement dans la vie, en fait, on avance dans la vie, et c'est vrai qu'on va venir se séparer d'amis ou voilà, de relations qu'on avait et qui ne sont plus d'actualité à ce moment-là. Donc en fait, c'est vrai que c'est la même chose, sauf que du coup, il y a peut-être un changement un petit peu plus radical à ce moment-là, donc qui potentiellement peut faire plus d'écart ou pas du tout. Mais ça, c'est vrai que ça dépend complètement des personnes, donc c'est très juste. Ouais. Mais après, c'est important, je pense, c'est ce que tu disais, c'est d'être soi-même, en fait, parce que c'est ce qui va faire qu'on va être bien. Et donc, comme on disait tout à l'heure, on peut donner que ce qu'on a, nous, en nous. Et donc, si on est bien et qu'on est en accord avec nous-mêmes, c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir transmettre. Donc, c'est important. Exactement. De toute manière, la clé, alors éveil, pas éveil, spiritualité, pas spiritualité, on s'en fout, c'est que des mots en fait. C'est mon point de vue encore une fois, mais c'est que des mots. Le truc, c'est d'être soi véritablement. Et c'est, peut-être, même tout à l'heure, on parlait des blessures. Alors oui, il faut guérir ces blessures, hein. C'est comme tout à l'heure, on parlait d'une jambe dans le plâtre. Oui, si elle a besoin d'être plâtrée, il faut la plâtrer. Mais en fait, le truc, c'est peu importe les casseroles, peu importe les blessures, peu importe le parcours, ce qu'il faut, c'est accepter ce parcours, accepter ces casseroles, accepter ces traumas ou autres, et vivre pleinement qui on est. Et vivre pleinement qui on est, c'est pas forcément s'habiller en lin blanc avec une plume autour de la tête ou ailleurs. C'est pas forcément ça. Il y a vivre pleinement qui on est, c'est juste accepter toutes nos parts, donc pas que des belles, parce qu'on n'a pas que du beau. Et plus on accepte nos parts qui sont un peu sombres, plus on y met de la lumière dessus. Et plus on met de la lumière dessus, ça ne veut pas dire que ça se transforme en beau, mais ça se transforme, comme on disait tout à l'heure, l'information devient de la connaissance. Si on met de la connaissance, on peut mettre de la conscience dessus. Si on met de la conscience dessus, après, c'est des choix. Donc, on fait ce qu'on a envie de faire. Et c'est un choix à chaque fois. Oui, tout à fait. Passionnant. Merci beaucoup, Eugénie. C'est vraiment très intéressant, et ton point de vue, c'est vrai, sur les choses change aussi, et c'est agréable d'avoir cette perspective-là, parce que c'est important aussi d'avoir des façons de voir les choses différentes. Et puis, du coup, je mettrai donc en lien ton site internet, ton Instagram, pour que les gens puissent te retrouver en tant qu'hypnothérapeute, énergéticienne, et puis pour tous les massages, surtout aussi, parce que c'est vrai qu'il y a tout un accompagnement autour du corps, encore une fois. Comme on le disait au début, c'est vraiment important pour toi de lier la tête, le corps et le cœur tout en même temps, parce qu'on est tout ça, et donc on ne sépare pas les trois dans ta pratique. Je te remercie, et je vous remercie pour votre écoute. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Un jour un éveil, le podcast où on vous parle de spiritualité de manière décomplexée. À très bientôt, Jenny. À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.